Ce podcast va être découpé en deux parties. La première partie sera chez Céline, la Green Witch, et la seconde partie sera chez moi. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, podcast, une fois n'est pas coutume. Donc je suis ici avec Mara, aka Terrorem Vitriol. On avait envie en fait de croiser nos univers et de réaliser un projet commun autour de la publicité. Donc voilà, je vous laisse avec nos réflexions en vrac et je vous souhaite une bonne écoute. Bon, je vais prendre la parole. C'est Mara, cette fois-ci, qui parle. Et aujourd'hui, on se retrouve effectivement pour un podcast pour vous parler un petit peu d'esthétique, de publicité, parce que on avait eu des discussions ensemble autour de ces sujets-là. Et on s'est dit, mais dis donc, la publicité ne serait-ce pas un miroir grossissant de nos sociétés? Et on avait très envie de partager certaines réflexions qu'on avait eues autour de ce sujet-là. Ça va être un petit peu fouillis, peut-être, mais on avait à cœur que ça soit quelque chose qui soit partageable. Et peut-être qu'avant de discuter de tout cela, on va un petit peu se présenter. Donc, qui es-tu, la Green Witch? Bonjour Mara, donc la Green Witch, je m'appelle Céline dans la vraie vie, j'ai 36 ans et je suis très grande friande d'histoire de l'art et d'art en général, que ce soit dans la pratique, la théorie, la philosophie autour de l'art, les techniques autour de l'art. J'ai orienté mon métier sur ça puisque je suis illustratrice, je crée des choses relatives à la papeterie, au bullet journal, donc des autocollants, des tampons, sur ma boutique Etsy, et j'ai également un Patreon où je propose des cours en ligne autour de la créativité et de la magie, et des articles également sur l'histoire de l'art, pour approfondir l'histoire de l'art. J'ai également conçu des decks, donc des jeux de cartes, de tarot et 2 oracles également. Écoute, voilà. Et toi, Mara, qui es-tu? Qui suis-je? Moi, j'aime bien me présenter comme saltimbanque professionnelle. Je m'identifie pas mal à la carte du Joker dans les jeux de cartes. Et qu'est-ce que je fais en particulier? Ben, en fait, je crée beaucoup de choses différentes sur les réseaux sociaux, donc on peut dire créatrice de contenu sur Internet. J'écris beaucoup, je fais de la vidéo, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle New Providence et je parle de Lovecraft, de jeux de rôle et de cyberpunk. J'ai un compte Instagram, Terrorem Vitriol, qui est mon pseudonyme sur Internet en général. Et où là, c'est pareil, je parle à peu près des mêmes choses, mais je présente plus de choses spirituelles et philosophiques et artistiques. Et j'ai un Patreon aussi, qui change un petit peu au fil du temps et qui est là surtout pour que je puisse présenter plein de petites choses, de petites réflexions sur ce que je fais sur Internet, des archives, des articles de réflexion en tout genre sur les sujets qui m'importent. Ce podcast va surtout parler d'esthétique, de la publicité à notre époque, de à quel point en fait ce sont des sortes de mythes express avec toute l'idée de glamourisation, de séduction qu'il y a derrière. C'est pas non plus un cours magistral sur la publicité, simplement c'est une discussion parce qu'on a des choses à dire et à déblayer autour de cette thématique. Quelque chose à rajouter peut-être? C'est une bonne intro. Alors, on propose sous forme, pour aborder le sujet, de commencer par l'histoire de la publicité. Donc c'est une partie que j'ai un petit peu travaillée de mon côté. Je vais essayer d'être brève quand même, pour pas trop perdre de temps par rapport à ça. En fait, la publicité, elle fonctionne en parallèle avec le commerce et avec la propagande politique. Et donc, si on prend ces 2 critères, elle peut remonter à l'Antiquité. Donc c'est assez tôt comme domaine. Et en fait, l'idée, c'est tout simplement de communiquer sur un événement, sur une chose en particulier. Et donc on voit, par exemple, dès l'époque romaine, qu'il y a des espèces de graffitis sur les murs qui vantent les mérites d'un politicien ou d'un commerce.
Voilà. Alors après, la publicité moderne, dans le sens où on l'entend actuellement, elle débute vers 1900, donc fin du 19e siècle. Et à cette période, on va en fait demander à des artistes déjà célèbres, donc ça va être le cas de Mucha ou de Toulouse-Lautrec par exemple, on va leur demander de créer des affiches pour le théâtre, l'opéra, etc. Je pense que vous connaissez un petit peu visuellement à quoi ressemblent les affiches de Mucha avec Sarah Bernard qui pose pour les représentations. Donc à cette époque, on est dans l'œuvre qui va primer sur le message. Donc l'artiste va sublimer une affiche, mais le message va passer quand même en arrière-plan. Ça va changer à partir des années 1910-1920, puisque là, on va demander non plus à des artistes, mais à des graphistes de créer les publicités. Ça veut dire que le message va être beaucoup plus mis en avant que l'œuvre en elle-même. On va simplifier l'esthétique, on va insister sur les contrastes, on va chercher des choses dans la typographie, dans les caractères, les polices d'écriture qui vont avoir un côté très percutant par rapport à l'écriture. On va agencer les mots, c'est ce qu'on va appeler la typographie. Et donc, ces graphistes, qu'on connaît beaucoup moins que Mucha ou Lautrec, donc il y a par exemple Lucien Bernard, Holbein ou Klinger, vont aussi avoir des ramifications avec par exemple les systèmes de propagande dans les années 30 par exemple. Donc Holbein va travailler sur les affiches de propagande du parti nazi. Donc ça reste toujours lié, ça marche main dans la main, donc la politique et le commerce. Ce que vont faire aussi ces artistes, ces graphistes, ça va être de développer vraiment une identité visuelle pour un produit. Donc avant, on avait des boîtes relativement sobres et eux vont travailler sur le packaging, sur les logos et vont jouer beaucoup sur les couleurs liées à l'émotionnel. Donc on a tous entendu parler de ça déjà, voilà, que le rouge stimulerait l'envie, l'appétit, etc., ou que le bleu ferait plus sérieux. Donc ils vont jouer aussi là-dessus. Ce qu'on essaie de faire avec ces gens, c'est de donner une âme au produit. Donc ça, on l'abordera un petit peu plus tard dans la partie un peu magique. Alors à partir des années 20, avec la radio, on va aussi s'approprier ce médium pour faire de la publicité. Donc on va axer ça sur le storytelling, puisqu'on a plus de temps pour développer un message. Et on va aussi introduire les jingles et les espèces de petites musiques qui nous restent dans l'oreille, là, les vers d'oreille, à travers la radio. Avec évidemment la télévision, dans les années 40, on va développer les spots TV, où on aura en plus la dynamique de l'image. On pourra encore plus étendre le storytelling, donc c'est ce dont tu parlais au début, du mythe express. En quelques secondes, on plante une scène, un décor qui est censé susciter l'envie quand même. Et donc à partir de là, on est parti 45, 75 pour les 30 glorieuses, où ça va être le boom de la publicité, où on va vendre tout, n'importe quoi, via les spots, via les affiches, un peu partout. Où on va vraiment démocratiser la publicité, dans le sens, la rendre partout dans l'espace public. Et la dernière grande révolution pour l'histoire de la publicité, c'est évidemment Internet. Mais ça, on l'abordera plus tard parce que c'est un gros chapitre, un gros morceau. Alors, voilà pour l'histoire. Merci beaucoup pour ces explications brèves mais très claires. J'espère que tout le monde pourra voir un petit peu de quoi en ressort la publicité et que c'est pas simplement une belle image, mais qu'elle a un rôle beaucoup plus profond dans nos sociétés et même un rôle carrément majeur finalement. Ça, et dans toutes ces étapes, je peux aussi parler rapidement des stratégies. Je vous avais parlé d'identité visuelle, mais c'est bien sûr, ça va au-delà. On va peut-être parler des enjeux économiques, de la mécanique de la publicité. Donc par rapport au storytelling, on a plusieurs types de messages. On va avoir, lorsqu'il s'agit d'un produit de luxe, un message plutôt
qui va être d'insister sur une ascension sociale, sur une forme de domination aussi, que peut avoir l'acheteur en consommant le produit, en achetant le produit. Il va y avoir une autre stratégie qui va être plutôt destinée à un public modeste, destiné aux classes inférieures. Donc, ça va être d'être malin. L'acheteur pauvre va être célébré comme quelqu'un de malin, puisque lui, il va acheter un produit moins cher que les bêtes gens riches, si on peut dire. Et une troisième stratégie économique, ça va être de jouer sur la répétition. La répétition visuelle, c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup avec les affiches de cinéma, par exemple. Aux alentours de la sortie d'un film, on va mettre le même type d'affiche partout pour jouer sur le familier, pour que les personnes soient bombardées de l'information et que ça reste dans un coin de leur tête. J'aime bien cette idée de consommateur malin. Parce que moi, de mon côté, en ce qui concerne le futur de la publicité, le futur de l'image, du spot, etc., ça me fait beaucoup penser à une notion de surhomme, mais pas celle forcément de Nietzsche. C'est plutôt la notion de surhomme où tu es mieux, tu vas dans une logique d'évolution de toi-même, une sorte de développement personnel finalement de la personne par la publicité, où quand on lui dit tu es malin, c'est ah, tu penses beaucoup mieux que l'autre, donc tu es plus, entre guillemets, évolué. Et pour un public riche, d'avoir accès à certains produits de luxe, c'est vraiment, regarde, comparé aux autres, tu es mieux, tu es plus. C'est toujours une idée de surenchère de soi-même et d'évolution et de être la meilleure version de soi. C'est ça, c'est bien axé sur les systèmes de domination qu'on a partout dans la société, où là, on donne le pouvoir ou le contrôle à un type de public cible, en fait, par rapport aux produits. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans d'autres aspects de la société et pas juste sur des produits et même dans des prestations sociales où il y a une forme de publicité, carrément de propagande pour dire vous avez besoin de ça, alors qu'en réalité, t'en as pas vraiment besoin, mais tout simplement pour que ça fasse vendre pour l'État, pour des sociétés publiques ou privées, il faut qu'on te fasse croire que c'est une prestation dont tu as forcément besoin pour ta survie, carrément jouer sur la notion de survie. Ouais, c'est ça. Donc la publicité, la logique de publicité, elle est carrément partout. Le fait de vendre quelque chose, que ce soit une prestation ou un produit, c'est absolument omniprésent depuis des lustres, pour pas dire depuis la nuit des temps, qui est une phrase absolument abominable. Mais par rapport au message autour du futur, qui sera plus mon sujet pour le coup, quelle sera la place de la publicité dans le futur? Je pense que bon, on est tous au courant parce que le présent est une forme de futur actuellement et enfin, on le construit à partir de maintenant. Et la publicité est omniprésente. Quelle forme elle va prendre finalement pour toujours plus créer du mythe express? Oui, tu parles du futur et c'est une espèce d'inception, puisque le message publicitaire est toujours basé aussi sur un futur utopique Idéal. et idéal par rapport aux produits vendus. Donc ça t'embête en propos. C'est un peu une sorte d'initiation pour moi aussi. On parlera un petit peu de logique spirituelle et magique autour de la publicité un peu plus tard. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion d'initiation aussi avec la publicité où après avoir acheté ou consommé ceci, tu auras changé et tu seras mieux en fait. Il y a vraiment cette idée d'accession à une étape suivante de soi. Oui, tout à fait. C'est un truc qu'on peut aborder dans cette deuxième partie de toute façon. On avait prévu de parler de la sphère hollywoodienne et de la sphère de la célébrité en général. Donc cet accès à une nouvelle forme de pouvoir et de domination. Je vais parler un peu de génération. Je pense que la génération de mes parents a été fort préoccupée par la satisfaction matérielle. Et je pense que notre génération, donc moi j'ai 35-40 ans, quoi, est plus préoccupée par la célébrité, par la célébrité sociale, que ce soit d'avoir un grand cercle social ou d'être reconnu quelque part. Donc il y a une espèce
Pour moi, avant, c'était... après, je n'ai pas vécu avant, donc c'est des suppositions par rapport à ce que j'ai vu dans ma propre famille et dans des articles. Mais il y a vraiment cette idée de sécurité, et donc la publicité va vendre de la sécurité, alors que maintenant, on est beaucoup plus dans des... il y a eu un basculement avec le cinéma aussi, dans une logique d'accession à développer une forme de narcissisme, d'individualisme poussé à l'extrême. On n'est plus dans l'idée de sécurité, mais de regardez-moi à quel point je suis génial, en gros guillemets. Oui, oui. Ouais, c'est tout à fait ça. Et là aussi, je vais toujours parler des générations, mais nos grands-parents avaient la religion pour avoir un système de valeurs, et nous, on a plus ces systèmes de valeurs, ou en tout cas, ils ont basculé vers autre chose. C'est plus Et les mêmes. c'est ça, et les stars hollywoodiennes sont venues un petit peu en remplacement de ces valeurs et de la religion, de l'éthique, on va dire. Donc, les stars sont un petit peu vues comme les nouvelles divinités et les nouveaux exemples à suivre dans la société. Et on parle beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux, mais les stars sont les premiers influenceurs, en fait, dans notre sphère sociale, quoi. Et on peut parler, par exemple, de la cigarette. La cigarette introduite chez les femmes, ça a été une grande campagne pour qu'on voit des actrices célèbres fumer, et donc qu'on fasse la diffusion, l'apologie de la cigarette dans le milieu féminin, ce qui n'existait pas avant. C'était même perçu comme quelque chose de bon pour la santé au tout début. Ça, Alors que s'ils avaient su toutes les études qu'il y avait à notre époque et même légèrement plus tard que la publicité autour de la cigarette, c'est tout à fait oui, c'est différent. sûr, c'est sûr. En plus, c'est vraiment la notion aussi avec la publicité de fake it to make it, un peu à l'américaine. Et surtout fake dans le sens où c'est pas grave si on vend, c'est pas ce qu'on veut vendre la vérité. On veut pas vendre de la vérité, on veut vendre un statut, on veut vendre une illusion, et tout le monde est ok de Ouais, consommer donc cette tu me illusion. parlais hors ligne aussi du terme de mensonge consensuel, c'est un truc que j'aime beaucoup. Euh, J'aime bien cette notion, j'aime bien la notion d'illusion consensuelle ou de mensonge consensuel parce que on sait pertinemment que en face c'est du mensonge, c'est de l'illusion, mais tout le monde est d'accord pour rendre réel ce mensonge et cette illusion. Tu veux participer à la discussion? Oh, Tu te tais maintenant ou pas? Non. il y a un terme que tu utilisais hors ligne pour m'en parler, c'est le mensonge consensuel. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, effectivement, je parlais d'illusion ou de mensonge consensuel. C'est une notion que j'aime bien, dans le sens où le mensonge et l'illusion, on sait d'office que ce n'est pas la vérité, parce que c'est un mensonge, une illusion, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et consensuel, c'est dans l'idée que tout le monde est d'accord, tout le monde s'en rend compte. Et pour moi, la publicité, c'est vraiment un mensonge consensuel où on sait pertinemment que ce qui est vendu, c'est faux, ça n'existe pas, ou du moins l'idée qu'on s'en fait n'existe pas, ce n'est pas la vérité. Et pourtant, tout le monde accepte ça dans la joie et la bonne humeur parce que c'est beau. Et l'humain aime particulièrement ce qui est beau. Ouais, c'est ça. On parlait aussi des, euh, notamment des techniques d'effets spéciaux qu'on met en œuvre pour sublimer les aliments, par exemple, les petits plats, où on a certaines techniques ouais, dignes du cinéma hollywoodien, et tout ce qui va être retouche Photoshop aussi pour les corps de femmes notamment, mais pas que, pour sublimer, pour être au maximum de la, de la sensualité d'un produit, quoi. Un petit peu comme si le masque de la publicité était l'équivalent de nos masques sociaux, les masques qu'on pourrait mettre dans la vie sociale. Bah, c'est sûr que quand on voit des plats super beaux sur les packaging dans les supermarchés où ça donne super envie et quand on le fait, ça n'a absolument pas la même tête, c'est malheureusement souvent dû à il y a de la colle, il y a des sprays fixateurs, il y a des petits cure-dents pour que tout tienne bien droit, que ça soit tout beau, ou alors tout simplement c'est simplement du plastique et c'est des artistes
qui sont engagés pour créer des gâteaux, de la nourriture avec des techniques qui font que ça paraît très réel, mais ça donnera jamais ça dans votre assiette. Ouais, c'est ça, d'où l'expression manger avec les yeux aussi, hein. Exactement. Et vraiment là, pour le coup, c'est déjà le cas avec l'art en général, mais l'être humain s'est toujours affairé à faire de l'art. Et la publicité, pour moi, même si on peut la décrire de plein de manières différentes, justement avec vendre du mensonge, vendre de l'illusion, c'est une forme d'art parce que l'être humain adore calculer l'harmonie, c'est quelque chose qui lui importe beaucoup, la beauté, l'harmonie. Et la publicité, elle, use d'absolument tous les codes psychologiques, sociaux, politiques, économiques, etc., pour justement créer un art qui soit de toutes pièces parfait pour l'œil humain et l'attirer et lui faire une décharge de dopamine. Oui, c'est ça, et ça marche aussi dans le sens inverse. Cette idée d'avoir un théâtre, un simulacre, bah, c'est le propre de l'art et de l'histoire de l'art, tout simplement, où on n'expose jamais l'effet brut de décoffrage, où on sublime, en tout cas pas dans tous les mouvements, dans l'art classique, on sublime vraiment l'image et le plan qu'on veut présenter pour que ce soit présenté de la meilleure façon possible. Donc oui, il y a un parallèle avec la pub, évidemment. Donc je parlais de théâtre ou de cinéma. On parlait aussi du masque de la publicité, qui est un petit peu l'équivalent des masques sociaux. On peut revenir par exemple à Hollywood, je te laisse continuer. Oui, effectivement, on avait évoqué un peu en off, parce qu'on fait pas ça en freestyle non plus, on a pris 2, 3 notes, même si c'est un peu une discussion ouverte. Justement, en parlant de mensonges consensuels ou d'illusions consensuelles, on avait aussi évoqué la notion de masque parce qu'on voulait parler d'Hollywood, de la starification, et on s'était rendu compte que finalement, nos stars actuelles, elles étaient un peu de nouvelles divinités en quelque sorte. On leur voue une forme de dévotion. On a des hôtels, des posters, on a plein de choses qui sont liées à la publicité de leur personne pour les promouvoir. Et au final, c'est un peu ce qui se passait aussi avec les religions actuelles aussi, avec les icônes, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans toutes les religions. Par exemple, en islam, il n'y a pas forcément la représentation d'icônes et de visages. Et ça, c'était assez intéressant de voir à quel point on pouvait diviniser des personnes par leur image, justement parce qu'elles sont promues comme des produits, des personnes produits. Je trouve ça un peu terrible comme concept d'ailleurs, mais c'est malheureusement le cas et c'est aussi le cas de nos influenceurs actuels, en sachant que nos stars sont les premiers influenceurs et que toute personne connue par le passé, en quelque sorte, est une forme d'influenceur de la pensée, des comportements, des mœurs de société. Oui, c'est ça, c'est comme si on avait au-dessus les divinités comme étant les stars, et puis les sortes de héros ou de contes et légendes diffusés par les influenceurs de la vie quotidienne. Donc une sorte de hiérarchie aussi, comme on peut avoir, par exemple, les dieux, les saints, etc. Par rapport aux produits. Et alors Ça me fait Oui, Ça me faisait penser d'ailleurs, je t'en avais parlé de la série American Gods ouais. que je regarde en ce moment, que je trouve particulièrement intéressante à ce sujet-là, étant donné qu'on va avoir les anciens dieux qui sont sur le territoire américain, qui sont de plein de cultures différentes, et de l'autre côté, on a les nouveaux dieux qui sont très liés aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, à la télévision, à la publicité, à tout ça, et que petit à petit, ils sont en train de rentrer en collision parce que les systèmes dévotionnels ont forcément évolué dans le temps, où on ne croit plus forcément aux anciens dieux, on se dévoue sans forcément s'en rendre compte à des nouveaux dieux qui sont la télévision, le dieu télé et les réseaux sociaux en particulier. Il y avait même Marilyn Monroe qui était une déesse dans cette série et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a été super flagrant que en fait, nos stars actuelles sont nos nouveaux dieux parce qu'on leur voue un culte, parce qu'on nourrit leur égrégore dans le sens l'énergie qu'on pense autour d'eux, et pour les faire exister tout simplement. Ouais, oui, il y a tout un parallèle à faire avec la pensée magique et Hollywood, et aussi
avec la publicité, dans cette idée de rendre vivace quelque chose. Tout à l'heure, on parlait d'identité des produits, et tu parles ici d'égrégore, et c'est un petit peu la même chose, où cette identité de produit, c'est insuffler une âme au produit, et donc créer une sorte d'égrégore qui peut être nourri et diffusé par un groupe. Je pense ici à cette histoire de Apple versus PC, où tu as les gens de Apple qui vont construire une forme d'égrégore assez forte, qui est un mode de vie pour les gens qui utilisent les produits Apple, quoi, qui est autre chose qu'un produit, mais une part d'âme qui sont venus à intégrer eux-mêmes à travers un produit. Pour ça, les produits qu'on nous vend fonctionnent aussi, je trouve, comme des amulettes ou des sortes de fétiches où on acquiert un morceau de pouvoir. En tout cas, on nous le vend comme ça, comme un morceau de pouvoir, et donc cette amulette, ce fétiche va nous donner la domination, le contrôle sur nos vies, et va être intégré parfaitement à une identité. C'est pas vraiment l'objet en 2D qu'on achète, c'est l'objet magique qu'on achète aussi par rapport à toute cette sphère magique. Donc oui, finalement, la publicité, de manière générale, et la publicité qu'on fait vis-à-vis de ces personnes-là, de ces stars, ces influenceurs, etc., ça fonctionne tout simplement comme un outil de propagande quasi religieuse pour créer un style de vie, une dévotion. C'est vraiment très particulier, je trouve. Finalement, la religion est encore très très présente dans nos sociétés, et elle a toujours été présente parce que c'est finalement des mécanismes de société qui sont répétitifs et qui peuvent être innovés d'une certaine manière pour coller à nos sociétés. C'est justement la problématique de notre vidéo, c'est simplement comment la publicité est un miroir grossissant de nos sociétés. Là, on en a le parfait exemple, par exemple, justement, avec Hollywood et la starification de personnes qui sont promues comme des produits. Ouais, qui marche. Et donc des formes de petits dieux. Ouais, qui marche main dans la main avec les produits. On pense à Georges Clooney et sa machine à café, ou à Kevin Costner et ses boîtes de thon, quoi. Même pour une boîte de thon, il y a quelque chose de fort derrière. À Kevin Costner qui va éveiller la curiosité de toutes les bonnes mères de famille, quoi. D'ailleurs, on peut revenir sur la notion d'harmonie, d'esthétique, de beauté, où les produits, d'ailleurs, où il y a des visages, des stars, une personnification, tout simplement, sont vachement mieux vendus. Sont vachement mieux vendus, et même j'avais l'exemple de fromages avec des yeux, les petits filous, je sais plus comment exactement, les ficellos, pardon, oui c'est ça s'appelait les ficellos, où c'est des petits bâtons de fromage probablement pas de très bonne qualité, pas très bons pour la santé, avec des yeux qui font des rangs d'oignons, on va dire ça comme ça, mais des rangs comme l'armée dans le frigo. Et pour vendre ce produit-là, je pense que si on avait juste montré une belle photo d'un fromage, même hyper esthétique, ça aurait vachement moins marché, ne serait-ce que sur les enfants, parce qu'il n'y a pas cette idée d'identification au produit. Le fait qu'il y ait une personne, ça se permet de s'identifier et donc de se dire ah ouais, j'en ai carrément besoin, je veux ça, je veux être ça, genre je veux être un fromage limite. Ouais, c'est ça, l'idée des mascottes dans les publicités, c'est vraiment créer des chimères ou des espèces de petits peuples mythologiques, quoi, pour avoir une espèce de connivence entre nous et un produit personnifié. Ouais, ouais. Ouais, il y a vraiment, et pareil avec l'idée de visage, où chez les Grecs par exemple, et dans d'autres sociétés, même en Égypte, enfin quasi toutes les sociétés humaines, on s'affairait à créer le visage parfait, à avoir les bonnes proportions, à avoir l'harmonie, parce que c'était ça qui permettait de garder l'attention des personnes sur le statuaire. Pareil dans la peinture, et encore de nos jours, avec cette idée de starification, même des produits. Je pense qu'on a fait le tour autour de la question d'Hollywood, du luxe, de la célébrité, de tous nos petits exemples. Et ça nous permet de faire le lien. Donc, on a parlé des stars de cinéma, etc. On a un petit peu parlé aussi des influenceurs. Et justement, maintenant, on va vous parler des influenceurs, d'Internet.
et des algorithmes et de la publicité, les espaces publicitaires qui sont omniprésents maintenant dans nos vies, dans nos téléphones, sous nos yeux, dans la rue, partout. Oui, donc au départ, avec les spots publicitaires, les responsables des chaînes de télé qui proposaient, c'était du temps de cerveau disponible aux publicitaires en créant certaines émissions de toutes pièces pour que le consommateur soit dans un état à recevoir tout ce qui va être message émotionnel publicitaire. Et avec Internet, les 16 minutes, par exemple, de grande audience de la télé vont être allongées à 24 heures sur 24. Donc, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Il va y avoir un espace de publicitaire sans fin, sans fond, où à la fois il va y avoir une sorte de démocratisation. Donc, ça veut dire que les personnes lambda vont pouvoir faire leur publicité et vendre leur micro-entrepreneuriat, par exemple. Mais les entreprises vont aussi acheter de l'attention à gogo via les réseaux sociaux ou via Internet en général, puisque avec Google, eh bien, la pub peut être placée absolument partout. Je te laisse parler de la place de la lumière, des spots dans la publicité. Donc après toutes ces réflexions, on avait aussi en tête de vous proposer un projet collaboratif autour de la publicité, autour de votre avis, vos réflexions sur le sujet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une date limite, une deadline au 4 juillet, je pense. Oui, je crois que c'était 4 juillet. 4 juillet, voilà. Donc ça vous laisse un mois pour venir nous parler et nous partager soit des petits textes qui reprennent votre vision du futur, de la publicité, soit de carrément créer des choses visuelles, des images en rapport avec le sujet. Voilà, donc nous, on fera aussi un résumé de ce qu'on a dit ici et on les placera ensemble dans un zine consacré au sujet. C'est un projet collaboratif et de toute façon, vous inquiétez pas pour tout ce qui est détails. On a créé un post Instagram qu'on poste dans la foulée là pour que tout soit résumé, pour que vous compreniez ce qu'on attend et que ça soit plus sécurisant pour vous. Voilà, on espère que ce projet-là va vous intéresser, que vous participerez nombreux, qu'on fasse un truc chouette ensemble. Et je pense qu'on va pouvoir conclure sur ça. N'hésitez pas à nous suivre, à liker, à commenter et à faire tout le bazar. Et on se dit, je pense, à une très prochaine fois. Merci pour votre attention, à bientôt.